Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Sébastien Landry, donc j'ai plusieurs casquettes. Mon premier métier c'était dans l'activité physique adaptée et depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant je suis sexologue, toujours en lien avec le cancer, hein. Ça fait 15 ans que je travaille au centre de cancérologie de la Sarthe, hein, et j'interviens pour aussi en consultation pour des comités. On en reparlera tout à l'heure, notamment pour la fatigue. Et nous, ça fait 8 ans qu'on a mis en place un projet sur la fatigue liée au cancer. On a passé déjà deux jeunes qui ont fait des thèses de doctorat de sciences sur ce sujet-là. Là, je vais vous montrer un peu les résultats qu'on a et voir un peu comment on arrive maintenant à répondre à la fatigue. En fait, la fatigue, on sait y répondre, sauf ce qui nous manquait sur le terrain et ce qui manque encore parce que c'est pas encore extrêmement parfait, c'est de pouvoir déterminer là où les origines des fatigues. Parce qu'en fait, on croit qu'il n'y a qu'une seule fatigue, c'est faux, hein. C'est qu'il y a plusieurs origines de fatigue et ça peut se cumuler. Donc, il faut réussir à les déterminer pour pouvoir essayer d'y répondre à cette fatigue. D'accord ? Et on va voir ensemble que la fatigue liée au cancer, ce n'est pas une fatigue normale, c'est une fatigue pathologique. D'accord ? Donc, en fait, ce qui distingue réellement une fatigue pathologique d'une fatigue normale, c'est qu'une fatigue pathologique ne répond pas au repos. C'est même pire. C'est-à-dire que plus on se repose, plus on l'amplifie. Alors, il faut se reposer quand même, hein, faut dormir, mais il ne faut pas passer son temps, comme vous êtes là en ce moment, assis. Donc, si vous avez envie de vous lever, vous pouvez. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va passer du temps en position de sédentarité, assis ou allongé, plus on va se déconditionner. Et souvent, pendant les traitements d'un cancer, il y a un déconditionnement physique qui se met déjà en place, hein, parce que les traitements ne font pas la distinction entre les cellules cancéreuses et les cellules normales. Donc les cellules musculaires ont tendance à fortement diminuer. Donc plus on perd de la masse musculaire, plus on est fatigué, plus on se repose, plus on perd de la masse musculaire, plus on est fatigué. Vous voyez ? Et on rentre dans un cercle vicieux. Donc on va voir un peu, là je vous ai donné un exemple sur la fatigue physique, il n'y a pas que celle-là. Mais on va voir un peu comment on peut répondre et comment déjà on peut aussi déterminer cette fatigue. Donc pour commencer, déjà, la fatigue, c'est une sensation. C'est-à-dire qu'on peut la définir par plein de mots. On peut avoir une sensation de manque d'énergie, c'est-à-dire que vous vous réveillez déjà le matin fatigué. C'est pas la même chose qu'une fatigabilité, par exemple. Une fatigabilité, c'est quoi ? C'est pour les mouvements, pour les activités de la vie quotidienne, ça va. Je me sens pas trop mal. Et par exemple, je fais un effort physique, je monte des escaliers, je vais marcher, et là, tout d'un coup, boum, ça me tombe dessus. C'est-à-dire que là, je n'ai plus assez de force, donc c'est ce qu'on appelle de la fatigabilité, qui est souvent liée à l'effort physique. On a aussi le sommeil. Alors le sommeil, c'est vraiment le truc le plus chiant, hein, parce que le sommeil, c'est vital, il faut dormir, hein, mais il faut bien dormir. Alors ça, vous allez me dire, c'est hyper compliqué, on ne choisit pas. Et en plus, plus on passe de temps en position sédentaire, assis ou allongé, plus on aura une qualité de sommeil qui sera médiocre. Pourquoi ? Bon, là, on a digéré depuis un petit moment, je pense. Mais vous savez, par exemple, il y a peut-être une conférence avant, peut-être que vous y avez assisté, peut-être que ça a été difficile pour vous de ne pas vous endormir. Pas que les conférenciers n'étaient pas intéressants, hein. C'est qu'en position assise, on peut dormir. Donc le cerveau, qui travaille beaucoup à l'économie d'énergie, profite des temps de sédentarité pour essayer d'envoyer vers le sommeil. Moi, debout, si mon cerveau fait ça, il est couillon. Parce que je vais très vite me faire mal si je tombe. D'accord ? Donc mon cerveau, à partir du simple fait que je sois debout, ne m'envoie pas de signaux de repos. Il m'envoie des signaux d'activité. D'accord ? Et ça on le voit dans les études, notamment chez des gens qui travaillent assis. Si on passe plus de 8 heures par jour assis, vous allez me dire c'est beaucoup, mais en fait pas beaucoup. Vous prenez quelqu'un qui a un métier derrière un ordinateur, on compte le temps de travail, le temps des repas, le temps de pause à la maison, les 8 heures on les dépasse largement sur une journée. 71% des gens qui passent plus de 8 heures assis ont des gros troubles du sommeil. Pourquoi ? Parce que si toute la journée, même là, si vous avez envie de dormir, vous allez vous dire, allez, il faut qu'on écoute. Donc vous allez résister contre les signaux d'endormissement. Et si vous faites ça toute la journée,
C'est pas le soir en vous couchant que votre cerveau d'un coup va dire bon là on peut vraiment et on y va. Toute la journée des fois on lutte, on est comme ça, et puis après quand on se couche dans son lit on est comme ça et on fait merde, j'ai pas envie de dormir. Et généralement qu'est-ce qui se passe? On met du temps à s'endormir et on dort bien quand? Le matin, quand il faut se réveiller. Et après on lutte contre les signes d'endormissement et on recommence ça toute la journée. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on arrive avec un sommeil extrêmement difficile. Il ne faut pas rester assis. C'est tout con, mais déjà être debout le plus possible. Dès qu'on est debout, ou une activité physique, bien sûr, mais déjà ne serait-ce que d'être debout. Debout, votre cerveau ne vous donnera pas des signaux d'endormissement. Comme ça, si vous êtes debout, encore plus le soir, comme ça, quand après vous allez vous coucher, là, les signaux peuvent arriver et on peut partir dans le sommeil. D'accord ? Ça ne marchera pas avec tout le monde. Il y a des traitements qui sont compliqués pour le sommeil, qui vont booster, etc. On n'est pas tous égaux sur ça, mais ça, c'est des signaux. Le sommeil, c'est le plus compliqué, vous allez voir. Mais il y a aussi le côté psychologique, le manque de motivation, la lassitude et l'ennui. Ça crée de la fatigue. Donc tout ça, on va le voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, même en cancérologie, à part, vous allez dire vous êtes fatigué, l'oncologue dans le dossier médical, il va mettre fatigue, 2 petits points, et il mettra des plus. Si vous avez dit un peu de fatigue, il mettra un plus. Si vous avez dit que vous étiez très très fatigué, il mettra 3 ou 4 plus. C'est-à-dire qu'on ne l'évalue pas. Ou au pire, on va vous dire de 0 à 10, votre fatigue, elle est à combien? Voilà. Mais on ne va pas évaluer, aujourd'hui, cliniquement, on ne l'évalue pas. Alors on commence à mettre en place des choses, je vous en parlerai tout à l'heure. On va voir. Donc le problème, c'est que la fatigue, elle peut provenir de beaucoup de choses. Donc la fatigue, l'objectif, c'est de perturber un comportement. C'est-à-dire qu'on a de la fatigue pour emmener vers le sommeil. Une fatigue normale, qui va répondre au repos. Sauf que le cerveau, quand à partir du moment où on est malade, à partir du moment où il y a un cancer, lui, il ne sait pas que c'est une fatigue qui n'est pas normale. Donc il ressent de la fatigue et il donne les mêmes signaux. Mais en fait, nous, ce qu'on va essayer de chercher, c'est les origines de fatigue. Et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Au niveau physique, on a 2 types de fatigue, neuromusculaire et cardiovasculaire. Ça, c'est de la fatigue physique. Déjà, c'est pas la même. Neuromusculaire, c'est quoi? C'est la capacité que mon cerveau il a à recruter les fibres musculaires d'un muscle. On travaille toujours à l'économie d'énergie, heureusement d'ailleurs. Là, pour tenir ce petit pointeur, si mon biceps était contracté à fond, comme si je portais, 40 kilos à bout de bras, dans la main, là, je ne pourrais pas le tenir longtemps, je lâcherais. Donc, j'ai peu de fibres musculaires qui travaillent. Si on n'est pas habitué à faire des exercices de force ou de gainage, on ne prend pas l'habitude de travailler l'ensemble de son muscle. Et on a beaucoup de personnes, et je vais vous montrer comment on l'a déterminé, qui n'utilisent pas la totalité de leurs muscles. C'est comme si vous aviez une Ferrari et elle était bridée à 50 km/h. Elle a les capacités d'aller vite, mais elle est bridée. Donc l'idée, ça va être de débrider ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va activer, et vous allez voir, c'est facile, je vais vous donner des exemples. Enfin, c'est facile, il faut le faire. Ça ne va pas tomber comme ça du ciel, mais ce n'est pas très compliqué à mettre en place. D'accord ? Donc on va voir. La fatigue cardiovasculaire, elle, c'est plutôt l'endurance. C'est-à-dire que je vais marcher et puis au bout de 10 minutes, je suis à bout de souffle, j'ai plus rien. Le cœur bat vite, la respiration est accélérée. J'ai plus assez d'énergie en fait parce que je m'épuise. Donc là, il va falloir travailler. La marche, c'est le top. Il faut marcher, vraiment marcher. Et l'activité physique, c'est un bon traitement. Il n'y a pas d'effet secondaire. Sauf que c'est un traitement qui n'est pas efficace dans le temps. C'est-à-dire que ceux qui me disent « moi je marche tous les dimanches 4 heures », c'est aussi stupide, et de dire « je fais rien de la semaine », que de me dire « moi je me lave les dents 14 fois le dimanche et je me les lave pas de la semaine ». Vous voyez, ça paraît très stupide, ça. C'est pareil sur l'activité physique. L'activité physique, ce n'est efficace pour la santé que si c'est réalisé tous les jours. La règle, c'est pas plus de 2 jours consécutifs sans activité physique. D'accord ? C'est ça la règle. Il faut bouger. On a des corps qui sont faits pour bouger. D'accord ? On n'a pas des corps qui sont faits pour rester au repos.
Et on est devenu hyper feignant. Même dans les bagnoles, ils nous ont mis des vitres électriques parce que c'était vachement compliqué de tourner une poignée comme ça. Ah. On prend des escalators, on prend des ascenseurs, et tu vas dans les grandes gares, dès qu'il faut marcher longtemps, ils ont mis un tapis roulant. En fait, on fait tout pour moins bouger. Moi, je disais souvent à mes collègues en centre, je dis, dis donc, les brancardiers sont les personnes les plus actives en soins. Maintenant, c'est fini. Nous, au Mans, ce qu'ils leur ont fait, ils leur ont mis des transpalettes. Enfin, moi, j'appelle ça un transpalette. C'est un petit truc, tu viens choper le lit, et t'avances. Donc, même eux qui avaient un métier actif, ils l'ont plus. Et les soignants ne sont pas actifs. Il y a beaucoup de professionnels qui pensent être actifs parce qu'ils sont debout. Pour être actif, il faut enclencher pendant une dizaine de minutes une activité sans s'arrêter. Je vois pas beaucoup de soignants qui rentrent dans une chambre de patient et qui tournent pendant 10 minutes autour du lit avant de s'occuper du patient. Donc les soignants sont inactifs, ils sont debout, mais ils ne dépensent pas d'énergie. Mais par contre, en étant debout, ils arrivent à créer une fatigue physique parce que leurs muscles qui se développent pas énormément, mais ils travaillent toute la journée. Donc souvent, ils vont avoir tendance à se reposer beaucoup derrière. Et en fait, ils n'ont pas une bonne condition physique. D'accord ? Il faut enclencher des mécanismes d'activité d'au moins 10 minutes consécutives sans pause. Si on n'arrive pas à marcher une demi-heure par jour, on marche 3 fois 10 minutes, c'est très bien. Mais pas moins de 10 minutes. D'accord ? Sinon, pour le corps, c'est pas assez efficace. Et puis pour toutes les... Regardez, quand on est fatigué, vous prenez la voiture, vous n'en pouvez plus de conduire, vous vous arrêtez, vous buvez un café. C'est pas le café qui vous réveille. Vous pouvez boire 6 litres de... Enfin, ne faites pas ça, mais vous pouvez boire deux cafés d'affilée. Ce qui vous a réveillé, c'est le fait de vous mettre debout. Vous vous remettez au volant de la voiture, 10 à 15 minutes après, les signaux d'endormissement reviendront. C'est le temps nécessaire à l'adaptation en fait, de notre cerveau à une activité. Donc si c'est même à de l'inactivité, c'est le temps qu'il faut pour renvoyer les signaux. Donc il faut faire des pauses tous les quarts d'heure et on tiendra. Vous voyez ? Mais c'est pas la caféine en fait, il suffit juste de se lever. La fatigue cognitive émotionnelle, ça c'est plus la tête. Donc cognitif c'est quoi ? Cognitif c'est la concentration, la mémorisation, l'attention, toutes ces choses-là, la coordination et tout. Rares sont les traitements qui impactent de façon définitive le cerveau. Une radiothérapie au niveau du cerveau, je dis pas. Mais une chimiothérapie, une hormonothérapie, une immunothérapie, ça abîme pas le cerveau réellement. C'est plus comme quand on sait conduire, mais je conduis dans un brouillard. D'accord ? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile. Ça va me coûter de l'énergie. Il va falloir que je me concentre. Ça va être difficile. Là, pendant les traitements, c'est un peu ce qui se passe. La fatigue cognitive, c'est comme si le cerveau était dans le brouillard. Donc, il faut qu'on sorte du brouillard. D'accord ? Donc, il faut travailler. Il y a pas mal de choses à faire. Émotionnel, c'est les émotions. Si vous sentez que là, vous êtes des cocottes minutes prêtes à exploser, enfin, les psychologues, c'est pas pour les chiens. C'est bien comme métier, en fait. Faudrait aller les voir. D'accord ? Ça, c'est un gros souci, je pense, chez nous en France. C'est qu'on ne va pas voir assez les psychologues. Faut vous le dire. Dans tous les domaines. On devrait voir des psychologues un peu plus souvent. Et comportemental et social. Comportemental, c'est le temps qu'on passe assis. D'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Sur l'alimentation, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, on sort un peu. Là, on est quand même au printemps. Le temps béni des raclettes se termine. On va passer à d'autres activités sympathiques, le barbecue, tu vois, un truc sympa. Mais si on prend la raclette, nous on mange bien et le soir. Et on mange tard. Une bonne raclette, on la charge bien. Si vous avez déjà des troubles du sommeil, alors quand on a mangé raclette, on transpire raclette, on dort raclette. Et des fois le matin même, elle est encore là. Tu fais, oh putain, elle est toujours là, celle-là. Comment le corps, le cerveau peut dire on s'endort, on récupère si on est en pleine digestion de quelque chose de très lourd comme ça. Donc vous voyez, il y a aussi ces habitudes-là. Si on a des troubles du sommeil, si vous n'en avez pas, que vous vous couchez, vous dormez et que vous réveillez le lendemain, vous oubliez ce que je viens de dire. Mais si on a des troubles du sommeil, c'est des comportements qui ne sont pas terribles. Social, c'est pareil. On dit qu'il faut être entouré. Ça, c'est de la connerie. Il faut être bien entouré. Les cons, il faut les dégager. Eh bien, il y en a beaucoup. C'est ça le problème. C'est que si on les identifiait... les gens qui sont négatifs, qui ne vont pas nous aider, ça ne sert à rien de les voir. Surtout quand on est très fatigué et qu'on va prendre à cœur facilement ce qui va être dit. Donc,
il faut bien s'entourer. C'est ça qui est important. Vaut mieux être un peu moins nombreux, mais de la qualité que de beaucoup de monde et que ça soit délétère. Hein. Parce que ça peut foutre le bazar vraiment sur du long terme en plus. Hein. Donc, je reviens sur ma fatigue. Est-ce que c'est un processus normal? Oui. Quand on n'a pas une pathologie chronique, pardon. C'est-à-dire que quand je suis malade, mais voilà, une gastro, un rhume, ce que vous voulez, que de la fatigue soit présente, ça permet à mon système immunitaire de se battre, d'accord? Quand je fais de l'effort physique, heureusement que j'ai une fatigabilité qui arrive, sinon mes tendons, mes ligaments, mes muscles, mes os ne tiendraient pas. Si j'avais pas de fatigue, regardez, déjà, il y en a, tu les regardes, tu te dis, c'est des fous furieux. Hein. Ils font les trucs, là, les machins, là, plusieurs jours d'affilée, ils dorment 3 heures par nuit, ils enchaînent. Ceux-là, s'ils n'étaient pas fatigués, je ne sais pas ce qui les arrêterait. Ils feraient 20 jours d'affilée, ils n'arrêteraient jamais. Donc la fatigue, elle est là pour protéger l'organisme et elle est là pour envoyer vers le sommeil parce que le cerveau, il a besoin que l'on dorme hein, pour bien récupérer, stocker, faire son petit taf. Enfin, la nuit, le sommeil est extrêmement important. Est-ce que si je me sens très fatigué, c'est normal? Ça peut-être. On ne peut pas dire que la sévérité de fatigue, ça soit une indication si c'est une fatigue qui est normale ou pas. Vous avez le bonheur, d'avoir des enfants en bas âge. Hein? C'est parce que je suis encore dedans, moi. Et ça épuise, hein? Ça fatigue. C'est-à-dire que tu dors pas parce que ton gamin il se réveille plusieurs fois par nuit. C'est pas que tu es épuisé, que c'est pathologique, c'est que ça s'explique. Une semaine de travail compliqué, des soirées à n'en plus finir, j'en sais rien. Si on a quelque chose, c'est pas une intensité qui peut dire que ça ne va pas. Une intensité ne veut pas dire que c'est problématique. Donc c'est pas sur cette sévérité-là qu'on va s'intéresser. Pour identifier si c'est pathologique, parce que oui, je vous l'ai pas dit. Il y a 3 types de fatigue. La fatigue normale, qui va disparaître dès que je me repose. Alors, si j'ai accumulé pendant des années, il va peut-être falloir plusieurs semaines de repos pour récupérer. La fatigue pathologique, qui ne répond pas au repos et qui est souvent liée à une maladie chronique. D'accord ? Et après, la fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est quoi? C'est qu'une fatigue normale et une fatigue pathologique peut nous amener sur le chronique. C'est-à-dire que si on reste trop longtemps dans la fatigue, c'est plus difficile d'en sortir. Vous avez un lumbago, c'est pas très grave. Faites des lumbagos tous les mois, toutes les semaines ça arrive, plus ça va aller, plus vous aurez une lombalgie chronique, Et ça sera plus difficile de s'en sortir que d'avoir juste une lombalgie aiguë où on a pu la traiter. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans le chronique d'une fatigue normale ou d'une fatigue pathologique. D'accord ? Mais pour arriver dans du chronique, ça demande du temps. Ok ? Mais vous allez voir qu'il y a des slides, ça ne va pas vous plaire. Hein. Je vous le dis avant. Je le sais. Hein. Faut se questionner. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Est-ce que j'ai fait un exercice plus dur? Est-ce qu'elle perdure dans le temps, cette fatigue? Est-ce qu'elle perturbe ma vie? Et surtout, est-ce qu'elle est réversible au repos? Quand vous posez cette question-là, vous avez la réponse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une fatigue pathologique et une fatigue normale. Et on va même essayer de créer de la fatigue normale pendant la fatigue pathologique. Parce que la fatigue normale, elle va entraîner le sommeil. Des gens qui ont vraiment des grosses difficultés sur le sommeil, il faut leur proposer vraiment de l'activité physique. On va voir laquelle, on va voir quelle intensité, pour que le cerveau amène le soir, cette fatigue normale amène vers le sommeil, pour qu'elle disparaisse. Elle va disparaître, mais la fatigue pathologique va rester là longtemps. C'est-à-dire que les deux vont se cumuler à des moments. Okay ? Mais la normale, elle sera réversible. Celle qui disparaîtra pas, elle sera liée à la pathologie. Et en ce qui nous concerne, au cancer. D'accord ? Alors nous, on s'est dit, attends, on va trouver, il doit bien y avoir une cause à chaque fatigue. On s'est planté. C'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'on pensait vraiment qu'il y avait une seule fatigue. Ça aurait été trop beau. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un gros bazar. Donc on a déterminé 5 grandes causes de fatigue. Les fatigues physiologiques, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, la fatigue cardiovasculaire, neuromusculaire, on les a rejoints pour l'appeler la fatigue physiologique. La fatigue biologique, ça c'est simple, hein. C'est la seule où les médecins interviennent tout de suite. On vous fait des prises de sang régulièrement, s'il y a une anémie, s'il y a quoi que ce soit, on va rectifier. D'accord ? Celle-ci, elle a toujours été prise en compte.
Les causes psychologiques, des fois on a un peu de mal avec ça, les causes sociales et les causes comportementales. Il y en a qui donnent, celle-ci c'est simple, hein, vous perdez du muscle, bah, vous êtes moins fort. C'est tout simple. J'ai moins de moteur pour me déplacer, je fatigue plus quand je bouge. Donc elle donne de la fatigue physique. Mais après, la fatigue physique, elle peut donner une difficulté de sommeil. Parce que quand les muscles sont trop faibles, qu'est-ce qui se passe le soir? On se couche et puis on a mal. On a mal dans les muscles et des fois même ça saute, ça bouge un peu partout parce que les muscles sont trop faibles. Donc en fait, toute la journée, ils ont trop souffert et ça sursaute la nuit. Et du coup, on a du mal à s'endormir. Ben ça, c'est lié à de la fatigue physiologique qui va entraîner une fatigue physique. Une fatigue sommeil, pardon. Des crampes, ça peut être aussi des crampes, ça peut être plein de choses. Voilà. Donc après, la fatigue liée au sommeil, elle peut aussi, elle va pas aider à l'exercice physique parce qu'on est fatigué, on bougera moins. Puis elle peut créer une fatigue émotionnelle parce que on s'en sort plus. Voilà. Et puis c'est sympa. Hein. Puis après tu te dis je suis dans la merde. Il faut qu'on puisse voir la part de chaque chose. Et ça, c'est l'idée qu'on s'est faite. Donc la fatigue liée au cancer, c'est quand même fou qu'on s'y intéresse que maintenant, sachant que nous, dans les revues scientifiques, dans la littérature, il n'y a pas un article qui ne parle pas de la fatigue. C'est-à-dire c'est le symptôme numéro 1 en cancérologie. C'est le plus fréquent. D'accord ? C'est ce qui touche le plus de monde. Et hélas, c'est ce qui va durer le plus longtemps. Préparez-vous psychologiquement. La slide d'après, alors les 6-7 slides qui suivent, elles font mal. Je le dis, hein, mais je préfère parce que je sais qu'elles font mal. Sur la durée sur laquelle on a constaté la fatigue liée au cancer. Donc, vous voyez, 25%, 10 ans après la fin des traitements, ressentent encore la même fatigue. Donc, ça fait une personne sur 4. Ça fait plus de 10% après 25 ans. C'est des niveaux modérés, pour les 2 tiers, des niveaux modérés à sévères. C'est l'effet secondaire qui est le plus redouté. C'est-à-dire qu'on le sait, pour les études qu'on fait sur les personnes qui sont en récidive, c'est vraiment un des effets secondaires qui ressort le plus. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les patients. Alors là, vous allez me dire, c'est super, c'est encourageant son truc. En fait, l'idée, c'est que ces gens-là, qui n'ont pas... Pourquoi eux n'ont pas récupéré? Pourquoi les autres, la fatigue, elle est disparue? C'est parce que on savait pas forcément d'où elle provenait, on savait pas quelle origine, et il y a des gens qui instinctivement ou qui ont repris dans leurs habitudes, ça a permis de diminuer la fatigue qui était présente, et puis ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait parce qu'ils ne le savaient pas. Là, si je prends ceux-là si c'est une fatigue par exemple qui était physique chez une personne, une fatigue physiologique, fonte musculaire importante, si la personne elle s'est pas remise au sport après, parce qu'en même temps, pendant des années, on disait quoi? Surtout, reposez-vous, 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 bougez pas, gardez vos forces. On en a dit de la connerie pendant des années, hein, parce que là, on entraînait un déconditionnement physique de la part des gens, encore plus, à les laisser se reposer. Et après, on a gardé ça. Il y a des gens qui se sont dit, je me sens encore fatigué, je reprends le boulot, donc je me repose. Et en fait, ils ont entretenu la fonte musculaire. Ils n'ont jamais récupéré vraiment du muscle, comme ils pouvaient avoir avant. Donc, toutes les activités de la vie quotidienne deviennent coûteuses, parce qu'il n'y a pas de force pour le faire. Ceux qui ont repris naturellement leur activité physique ou qui se sont mis à l'activité physique, si ils avaient une fatigue physique très présente, elle a disparu. Plus leur corps redevenait fort, plus elle a disparu dans le temps. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. C'est juste que les gens qui ont conservé ça pendant des années, hélas, on les a pas aidés parce que déjà, nous, on ne savait pas. Et elles non plus, et n'ont pas repris des choses qui leur apportaient, qui auraient pu diminuer cette fatigue spontanément. D'accord ? Donc c'est ça l'objectif maintenant, c'est d'essayer de déterminer l'origine de la fatigue pour qu'on puisse donner des conseils aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes agir sur cette fatigue. Donc là, c'est toujours les slides qui ne sont pas terribles. 2 personnes sur 3 trouvent leur vie plus difficile dans l'après-traitement que pendant. C'est pas terrible, ces statistiques-là. Oui, parce que c'est vrai que quand il y a les traitements, il y a quand même, quand tout se passe bien, une date de fin de traitement qu'on prononce. Je dis quand tout se passe bien. Les personnes, il n'y a pas de date de fin de traitement. Donc, il y en a, ils tiennent jusque-là. Mais quand on est dans l'après, ça peut durer, j'espère, très très longtemps, de longues années. Donc là, si cette fatigue, elle reste là, si les effets secondaires des traitements restent, psychologiquement, ça devient très très dur à tenir.
D'accord ? C'est pour ça que dans beaucoup de centres, on a mis en place des consultations, enfin des prises en charge, pardon, d'après-cancer. Nous, au centre de cancéro, on suit les gens pendant au moins 2 ans après s'ils ont besoin. Vous voyez ? C'est un choix de l'établissement. On propose un suivi. Les associations sont là aussi pour ça. La Ligue contre le cancer peut prendre des gens dans l'après-cancer, etc. Parce qu'on sait que c'est difficile, sinon on ne le ferait pas. Voilà, 1 personne sur 3 continue de ressentir une fatigue chronique 10 ans après. Ça fait beaucoup, 1 personne sur 3. Ouais. Donc c'est ces choses-là qu'on va essayer de diminuer pour l'améliorer, la qualité de vie. Donc c'est quoi la fatigue liée au cancer ? C'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que la fatigue qui est liée au cancer, c'est ces questions-là à se poser. Mais surtout, posez-vous la bonne question, c'est est-ce que quand je me repose, elle disparaît ? Si elle ne disparaît pas au repos, dites-vous bien que ce n'est pas la meilleure façon de faire, voire c'est peut-être même la pire. D'accord ? Quand on se repose, il faut essayer de dormir. D'accord ? Si on n'est pas en train de dormir, il faut plutôt se mettre debout. Quand on n'en peut plus, on fait une pause. Aujourd'hui, on a détourné la pause. Oui. Imaginons là, je vous fais une intervention de 8 heures. On fera des pauses, tu vois, pendant 8 heures. Vous, pendant les pauses, vous allez vous lever. Moi, pendant la pause, j'irai m'asseoir. D'accord ? On le voit maintenant, on a détourné la pause. Dans les boulots, et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se lèvent pour aller quand ils font leur pause. Alors que normalement, une pause, c'est je m'arrête. Mais comme on est devenu trop sédentaire, maintenant, nos pauses à nous, c'est on bouge. On a détourné complètement ça. Donc, il faut essayer de remettre quelque chose de plus naturel. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être debout. C'est difficile, même si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Je m'assois parce que j'ai créé une fatigue à être debout. Là, je récupère, ça va mieux, je me relève. Si vous faites ça, c'est des petites choses, ça paraît. Une fois, on se dit, oh, c'est pas grand-chose à faire. Oui, mais c'est hyper important. Et ne serait-ce que de faire ça, le corps va devenir de plus en plus fort. Parce que quand je suis debout, j'ai beaucoup de muscles qui travaillent. Parce que la terre m'attire quand même. Il y a la gravité. Mais je ne tombe pas. Donc mes muscles se contractent. Je travaille. Quand je suis assis ou allongé, je travaille pas beaucoup. Parce que hop, c'est la chaise ou le lit qui me tient en fait. Donc mon corps n'a pas à travailler. Donc il se déconditionne. On se déconditionne vite. Si vous avez un doute, cassez-vous une jambe. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Prenez quelqu'un que vous n'aimez pas trop, cassez-lui une jambe, plâtrez-le, et vous allez voir, quand au bout de 6 semaines, il va enlever le plâtre, c'est plus du muscle qu'il a, c'est de la flotte. Il n'y a plus rien. On perd super vite. D'accord ? Donc, il ne faut pas encourager cette perdition-là. Il faut lutter contre ça. Donc, les fatigues. Il y a de la fatigue directe. Physiologiquement, c'est direct. Si je perds de la masse musculaire, si je perds de l'activité de mes muscles, c'est instantanément que ça va créer de la fatigue. Plus j'ai un corps fort, moins je fatigue au quotidien. Plus j'ai un corps qui est faible, plus tout va me coûter de l'énergie, tout va être difficile. Donc il faut essayer de garder un corps fort. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut un maximum. Pendant les traitements, il faut vraiment essayer de limiter la casse. Il ne faut pas trop que ça chute. Et dès que c'est terminé, on essaie de repartir. D'accord ? Mais physiquement, c'est hyper important. Tout le monde devrait faire de l'activité physique. Il ne devrait pas y avoir d'arrêt. Dans toutes les pathologies, on devrait avoir des prises en charge en activité physique adaptée pour tout le monde. C'est pas juste optionnel. C'est hyper important. Plus j'ai des muscles forts, plus j'ai un système immunitaire qui est fort. Moins j'arrête les traitements, plus j'ai de chances contre la maladie. D'accord ? Moins j'ai de masse musculaire, plus j'ai un système immunitaire qui est faible, plus on est obligé de faire des pauses dans les traitements. Tout ça, on le voit, nous, sur le terrain. On sait bien comment ça se passe. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un constat. Biologiquement, ça, le médecin, avec toutes les prises de sang qu'il fait, il pourra vous dire. Et il interviendra s'il y a quelque chose. D'accord ? Donc, il vous donnera des médicaments. Quand on est anémié, c'est une fatigue de folie. De toute façon, on le sent. J'ai jamais vu une personne anémiée aller faire un marathon, tu vois, en se disant, putain, je suis bien là. Non. Donc, et on va le voir, on va pouvoir le quantifier. Donc ça, c'est-à-dire que c'est des origines qui donnent directement de la fatigue. On la ressent tout de suite, en fait. Celle qu'on ressent moins tout de suite, c'est l'indirect, psychologique, social, comportemental. Psychologique, on tient, on résiste, on se bat. Et puis des fois, on voit des gens qui arrivent à la fin des traitements, qu'est-ce qu'ils font ? Boum, ils décompensent. C'est-à-dire qu'ils lâchent tout. Et là, ça devient difficile. Parce qu'en fait, ils ont trop
tenu, ils ont résisté, C'est pour ça que je vous dis que les psychologues, c'est important. Et la cognition, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est concentration, etc. Les programmes Oncogite proposés par la Ligue contre le cancer, c'est super. Hein. Si on a une fatigue cognitive, c'est un super programme, ça, Oncogite. Hein. Sinon, il faut aller voir un neuropsychologue. D'accord ? C'est pas les mêmes. Le psychologue clinicien travaillera sur tout ce qui est anxiété, dépression, stress. Généralement, les psychologues cliniciens, vous les avez dans les structures de soins. Les neuropsychologues, en pathologie chronique, on n'est pas habitué. On les trouve beaucoup, des neuropsys, dans les centres de rééducation. Mais en patho chronique, on n'a pas l'habitude de les avoir. En ville, vous en avez. Mais le programme Oncogite, il est super. Hein. Franchement, il est très, très bien. Social, je vous l'ai dit, renforcement positif, donc on s'entoure bien. D'accord ? On a des gens qui sont du plus pour nous, qui nous apportent quelque chose, pas qui nous descendent. Et puis comportemental, attention, le sommeil, etc. Des fois, j'entends des gens qui me disent « Oh là là, demain, j'ai une chimio, je vais me reposer aujourd'hui. » C'est con de faire ça. Faut bouger. En fait, faut y aller. Parce que, en plus, imaginez même, vous restez allongé toute la journée. Et à bien un moment donné, vous allez réussir à vous endormir. Si vous n'avez pas l'habitude de dormir ou si vous n'aviez pas réellement envie de dormir, ben des fois, juste une sieste d'une heure ou deux, et ben après, pour retrouver le sommeil le soir, c'est foutu. Le matin, il faudra bien se lever pour aller faire la chimio. Ben, la fatigue accumulée dans la nuit, c'est pas l'avance que vous aurez pris dans l'après-midi qui va la combler. Et bam, la fatigue arrivera. Plus les jours qui suivent la chimio qui sont jamais les plus sympathiques, et ben là, on a une fatigue qui va reprendre un niveau, quoi. Et puis là, on va être assommé. Il faut respecter. Ça, on a du mal sur le sommeil. Vous savez, des fois, on est à la maison, comme ça, il est 19h. Puis on se dit, je ne vais pas me coucher, je ne suis pas une poule. Hein. On résiste comme ça. Alors que c'est con, parce que là, on dormirait super bien. Il y a des gens qui me disent, oh, mais après, je suis debout à 3h. Ben, c'est pas grave, il y a plein de choses à faire à 3h du matin. Le linge, enfin, je dis, il y a plein de tâches à avancer, tu vois. Si tu es en forme à 3h, parce que c'est con de résister, puis à 22 ou 23h, aller se coucher, puis après d'être comme ça pendant 3h. Putain, j'arrive pas à dormir. Puis on prend son téléphone, comme ça on a plein de lumière bleue dans la tête, et comme ça le cerveau il se réveille. Et puis on s'endort sur les coups de 3-4 heures du mat, sauf qu'après, faut se lever, et là il y a une fatigue qui est intense. Il faut s'écouter en fait. Mais ça, en France, on n'a pas l'habitude de ça. Tu vois. Nous, quelqu'un qui fait une sieste au boulot, il se fait pourrir. C'est complètement con. Si le patron était intelligent, il se dirait, là, il récupère, il va être efficace derrière. Nous, c'est pas culturel chez nous, ça. On s'écoute pas, nous. On a faut respecter des horaires. C'est un peu stupide. Et puis l'appétit, je vous ai dit, on fait gaffe à ça. Donc là, c'est pareil, c'est pas des exemples très sympas que je vous dis là. Après, on va arriver vers les solutions. Mais ça, n'importe qui fait une chimiothérapie aura une fonte musculaire. La chimio détruit les cellules à reproduction rapide. Elle ne fait pas la distinction entre les cellules cancéreuses et les cellules saines. Elle détruit toutes les cellules à reproduction rapide. Le muscle, c'est que de la reproduction rapide. On voit la vitesse à laquelle on perd de la masse musculaire. On voit que c'est rapide. Donc, on perd beaucoup de masse musculaire. Alors, si on en perd déjà à cause de la chimio, et que du coup on se fatigue lorsqu'on fait un effort et qu'on se met à se reposer, on se déconditionne encore plus, on bouge plus, on est à la maison, on peut avoir un petit coup de déprime par-dessus, bam, on va tranquillement droit vers la fatigue chronique. Voilà. Angoisse face à la maladie, ce qui est normal, hein. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « ça va, c'est qu'un cancer ». D'accord ? Donc c'est une pathologie qui est très anxiogène. On le sait. Voilà. J'arrête de sortir, je fais moins de choses parce que j'ai peur, parce que je pense au traitement, parce qu'il y a tout plein de choses à penser, ce qui est logique. Je me déconditionne parce que je bouge plus. Donc je me fatigue dès que je veux bouger. Et après, voilà, bam. Bon, dernier, après j'arrête. J'ai personne, alors ça aussi, je l'ai pas dit, j'ai personne pour m'aider. Ou parce que j'ai pas envie, ou parce que je me dis je suis en arrêt, il faut que je fasse tout. Alors, si vous êtes en arrêt de travail, c'est pas pour que la maison ressemble à un musée. Si vous étiez en forme, on vous mettrait pas d'arrêt de travail, on vous enverrait au boulot. D'accord ? Donc, c'est bien de prendre soin de soi, ça sert à rien. Moi, des fois, j'ai des gens, je leur demande dans la journée tout ce qu'ils ont à faire. Quand je vois la liste qu'ils font,
Mais je me dis, mais au bout du 5e truc, il est 23 heures. Ils me disent oui. Je dis donc, vous culpabilisez de ne pas avoir tout fait. Et bam, c'est con de s'en foutre une couche soi-même. Hein, d'accord? Alors, s'il y a des gamins à la maison, bah, faut penser que c'est des esclaves. Hein. À un moment donné, ils vont se bouger. Et puis, s'il y a un conjoint ou une conjointe, c'est pareil. On va les charger un peu. Sinon, on fait appel à des gens extérieurs. Mais sinon, on s'épuise. Hein. Émotionnellement, on s'épuise. Après, on dort mal parce qu'on cogite, parce qu'on culpabilise, machin, etc. Épuisement. Bon, vous avez compris. On s'arrête là. Donc, la fatigue liée au cancer, elle est où? Elle est au milieu de ce bazar-là. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, très compliqué à pouvoir savoir comme ça, juste en réfléchissant, quelles origines peuvent provenir la fatigue. Donc, nous, on a mis en place, on s'était dit, on va essayer, ça s'appelait BioCare Factory, le projet. L'idée, c'est quoi? C'est de créer un profil de fatigue par individu, et non pas quelque chose de global. Parce que ça, globalement, on le sait. Ce qui compte, c'est par individu, quel profil de fatigue pour adapter. C'est con parce que sur le terrain, avec tous les soins de support qu'on a, on a de quoi aider à diminuer la fatigue. On l'a sur le terrain. Avec tous les soins de support qu'on propose, on a ce qu'il faut. Sauf que pour que ça fonctionne, il ne faut pas se planter. Moi, cette idée de ce projet m'est venue parce que quand je faisais beaucoup, donc il y a une dizaine d'années, quand j'étais que dans l'APA, je ne comprenais pas pourquoi en travaillant de la même façon, je voyais des patients pour qui la fatigue, elle disparaissait complètement dans la prise en charge. Ils étaient de plus en plus en forme et c'était super. Et d'autres pour qui la même prise en charge ne faisait rien du tout. Ils étaient aussi fatigués. Mais parce qu'en fait, si la personne avait que de la fatigue physique, la prise en charge répondait à cette fatigue. Mais la personne qui avait autre chose, ça n'y répondait pas à l'activité physique. Donc du coup, c'était des personnes qui en plus démoralisaient parce qu'elles disaient je fais ce qu'il faut, je bouge, mais je suis toujours aussi fatigué. Donc psychologiquement, c'était difficile. Puis au moment, on arrête, quoi. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. En fait, c'est un constat de terrain de dire comment ça se fait que ça fonctionne pas. Et puis quand on a regardé la littérature scientifique, on a bien vu que ça fonctionnait pas. Donc on a fait des tests. Alors ça, on l'a testé sur nous-mêmes. C'est pas très très agréable. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Alors après, on a pris des patients, parce que tant qu'à faire, autant prendre des cobayes. Voilà. On n'est pas fous. Hein. Après, on est passé sur le mollet, parce que c'est vrai, dans l'avant-bras, c'est très douloureux. En fait, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait forcer, ça c'est une poignée, c'est juste, c'est un capteur de force, en fait. Hein. Donc on demande à la personne de forcer le plus fort possible, pendant 4 secondes, 1 seconde de repos. Donc déjà, on l'a fait au début sur 300 secondes, ce qui nous a permis de nous rendre compte qu'à partir de 60 secondes, le cerveau il se met en mode économie d'énergie et il arrête de forcer plus. Donc en fait, ce qu'on a fait pendant 300 secondes, après on s'est dit 60 secondes, ça suffit. On a les mêmes... C'est ça, le but de la recherche, c'est de montrer tout ce qui ne marche pas aussi. Hein. Donc pour essayer de raccourcir. Donc là, en fait, la personne force et on ne lui dit pas, de temps en temps, on lui fout une petite décharge électrique. Pourquoi on fait ça? Ah oui, c'est hyper sympa. Pourquoi on a fait ça? Parce que le courant électrique, c'est ce qui permet de contracter les fibres musculaires. Okay? Donc, en fait, le constat, c'était de voir quoi? Les personnes. Si là, je prends quand elles forcent, elles partent d'ici, 0. Elle force à fond, hop, elle est sur un plateau. D'accord? Elle est à fond ici. Si je mets un courant électrique à ce moment-là, si j'ai un écart, c'est-à-dire que j'ai plus de force parce que toutes mes fibres auront été contractées par le courant électrique, plus de force développée, ça veut dire que l'écart, c'est que consciemment, la personne n'est plus capable d'utiliser cette réserve qu'elle a. Donc on a beaucoup de personnes qui tournent qu'à 60-70% de leur masse musculaire, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas 30% de leur propre capacité. Donc nous, quand on sait ça, on peut proposer des exercices qui vont dire au cerveau « Hey mon coco, recrute 100%. » Et quand vous récupérez 30% de force, vous les aviez en fait, on n'a rien fait. Ça change le quotidien, 30%, c'est énorme. D'accord ? On a passé des athlètes aussi, chez ceux qui font beaucoup d'activités de force, musculation, rugby, des choses comme ça, des activités vraiment où la force est importante, eux, ils recrutent à 100%, parce que c'est leur sport qui fait qu'ils ont besoin d'avoir cette force, donc le cerveau recrute à 100%.
Donc on s'est dit, on peut le travailler. Et ce qui est bien, c'est que la tête s'adapte relativement vite. Je vous montrerai tout à l'heure quel type de travail il faut faire. D'accord ? Donc, bon, là, oui, je ne vous ai pas dit. Alors, on est parti, la première publication qu'on a fait, qu'on a publiée, c'était en 2018. Et après, on est parti sur un protocole. Ça faisait 4 heures de tests par personne. Donc, autant vous dire que sur le terrain, ça passera jamais, 4 heures de tests. On n'aura pas l'argent, on ne va pas détacher plusieurs professionnels pour passer tout le monde. À force de travailler, on a réussi à amener des choses plus simples, je vous en parlerai après, et qui font que juste avec des questionnaires, on arrive quasiment au même résultat. Les solutions, on les a. Les solutions, on en a plein. Si vous avez une fatigue biomédicale, j'ai pris l'anémie par exemple, on a plein de traitements. Un petit coup d'OPO, comme ça vous pouvez faire le Tour de France, hein, ça aide. Là, on peut transfuser, de tardiféron, etc. Dans l'alimentation, vous pouvez aller chercher un peu de fer. Là, ce que je dis là, ici, pas d'intérêt. Alors les corticoïdes, ça sert strictement à rien, voire c'est même pire. Mais les amphétamines, le ginseng, le guarana, tous les compléments alimentaires, on n'a rien contre. Franchement, quand on dit ça, nous les scientifiques, on n'est pas contre ça. C'est que quand on fait des études avec le complément ou le placebo, on n'a pas de résultat significatif. C'est-à-dire que le placebo, il y a plein de gens qui ne savent pas, donc en prenant, ils avaient les mêmes choses de positif. Ce qui nous fait aussi réfléchir, c'est qu'on a pris beaucoup de compléments alimentaires. On a pris des boîtes. Tu vois, t'achètes une boîte, tu prends 2 gélules, tu analyses ce qu'il y a dedans, c'est pas les mêmes compositions. Donc c'est problématique quand même. S'il n'y a pas les mêmes pourcentages dans chaque gélule, ça veut bien dire qu'on se fout un peu de notre gueule. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que des fois, on a des principes actifs qui sont hyper intéressants et scientifiquement, on le sait, mais le pourcentage est tellement faible parce que ça coûte cher qu'il n'est pas actif quand on l'ingère. Voilà. Si ça marche pour vous, continuez. C'est hyper important. Si ça marche pour vous, faites. Tant qu'il n'y a pas d'interaction avec les médicaments, votre oncologue, c'est votre référent pour ça, allez-y. Mais nous, quand on fait des études, quand on met des placebos et tout, on n'a pas de résultats significatifs. C'est juste ça qu'on dit. Je ne vais pas conseiller à quelqu'un de prendre du guarana pour la fatigue ou s'il y a une anémie, alors que scientifiquement, il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne. Voilà. Plutôt donner des choses où on est sûr, c'est ce qu'on préfère. Mais on n'a rien contre. Hein. L'économie d'énergie, je vous l'ai dit, donc on fonctionne comme ça. Donc prenez cette habitude-là. Déléguez certaines tâches. Trouvez des petits esclaves. C'est important. Les gamins, ouais. Prenez ça, il faut les faire bosser un peu. Ils seront mieux que devant leur tablette. Hiérarchisez des objectifs journaliers. Vraiment, les listes, ça peut être bien si on a besoin de ça. Si on n'est pas du tout liste, vous ne faites pas. Mais ceux qui sont vraiment à vouloir faire plein de choses, et il y a des trucs, c'est pas grave si c'est pas fait. Franchement, c'est pas grave. Si le sol, il brille pas, c'est pas dramatique. D'accord ? Allez pas vous épuiser. Fractionner, etc., répartir, attention aux repas trop riches, notamment le soir. La raclette, tu l'as fait le matin. Eh ben, pourquoi pas ? Une bonne raclette le matin. T'as le temps toute la journée pour la digérer. Le soutien psychologique. Les psychologues, ils sont là pour, déjà, permettre aussi de mettre des mots sur les difficultés. Ça, c'est hyper important. Hein. La tête se soigne bien si on verbalise. Si on garde tout ancré, c'est pas un réservoir infini. Hein. Quand c'est plein, ça sature, c'est plein. Hein, quand on explose, on explose. Si après, généralement, ça sort d'un coup, hein, c'est dur après. Donc autant éviter ça. Évaluer aussi les stresseurs. On a beaucoup de choses qui nous stressent au quotidien, on s'en rend pas compte. Hein, parce qu'on a fait avec. Un regard extérieur, ça peut nous permettre de dire, mais ça vous aide pas en fait au quotidien. Et il y a des gens qui vont dire, ouais, je sais, mais j'ai toujours, peut-être qu'on peut changer, tu vois. Faire la différence entre une fatigue cognitive et émotionnelle. Les psychologues vont pouvoir faire cette distinction-là. Et s'ils estiment, les cliniciens, les psychologues que vous trouvez dans les centres, s'ils estiment qu'il y a une fatigue cognitive, généralement, ils la traiteront pas. Les neuropsychologues et les psychologues cliniciens, c'est 2 personnes qui ont une formation au début identique, mais qui après, c'est hyper éloigné. C'est 2 trucs différents. Il y en a un, il fait que des tests. Et il y en a un, il t'écoute. C'est pas pareil. D'accord ? Mais c'est pas le même boulot, en fait.
Donc la fatigue cognitive, on peut y répondre, mais il faut être spécialiste. Et trouver des stratégies à mettre en place. Ils nous aident aussi à faire ça, les psychologues. Le sommeil, donc on est d'accord. Le repos, les siestes, trop en faire. Non, je suis fatigué. Par contre, je me couche, je dors. Si vous arrivez à faire ça, vous allez voir que ça va être hyper efficace. J'ai besoin de dormir, je dors. Après, sur le sommeil, c'est dur de savoir. C'est pas parce qu'on dort 8 heures par nuit qu'on dort bien. Après, il y a des signes quand même. Quant à celui qui met le bande sur les yeux, les boules caisses, et que le voisin a marché avec ses talons et ça nous réveille, on passe pas beaucoup en phase de sommeil profonde. Parce qu'après, tu as ceux où tu passerais presque l'aspirateur autour du lit, ils se réveillent pas, eux, ils ont un bon sommeil. Donc il y a quand même des indicateurs. Il y a des gens pour qui une petite lumière, un petit bruit, ça y est, ils sortent de leur sommeil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un sommeil qui est vraiment réparateur. D'accord ? Donc il y a des petits indicateurs comme ça. Mais on a des gens qui ont des sommeils stressés. Nous, on a fait les tests parce que maintenant, on peut aller à l'hôpital toujours, mais vous pouvez avoir des appareils portatifs chez vous. Nous, on a des appareils, on mettait, c'est 2 électrodes, une là, reliées par un fil. La personne les garde 5 jours, il y a 5 jours d'autonomie de batterie. Elle dort avec, tout, il n'y a que la douche, on l'enlève. Et là, on sait tout sur l'activité de la personne et son sommeil. On est capable de dire s'il est profond, s'il est s'il est plutôt léger, les cycles, combien de temps il dure. Et là, on peut intervenir sur le sommeil. Ça, le sommeil, s'il y a un problème, allez voir un spécialiste. Vous tapez médecin, médecine du sommeil, il y en a plein maintenant, vous allez les voir. Parce que ça, c'est hyper important. L'activité physique, c'est simple, c'est tout le temps en fait. C'est avant d'être malade, c'est pendant la maladie et c'est après la maladie. D'accord ? En fait, c'est pas optionnel ça. On a des corps qui sont faits pour bouger. Moi, ce qui m'inquiète véritablement, c'est les jeunes aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a une génération qui est inférieure physiquement et intellectuellement par rapport à la génération d'avant. Normalement, la génération qui arrive écrase toujours celle qui était devant elle. Là, non. Moi, ça me fait peur, on va avoir que des demeurés. Enfin, j'exagère un peu, mais... du coup, dès que tu as un enfant qui est à peu près bien, il est HPI, t'as vu ? Tous. Ils sont tous HPI maintenant. Non, il a compté sur ses doigts. Oui, mais bon, il a 18 ans quand même. Non, mais voilà, le niveau, il a tellement baissé, vous regardez le niveau scolaire, ça fait peur. Mais voilà, on s'adapte, de toute façon, on tire vers le bas, nous. Mais du coup, c'est pas bon, parce que physiquement, on alerte. 95% de la population française ne répond pas aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'activité physique. 95% de la population française. On est quand même un pays qui est pas trop mal, et c'est con parce qu'on se bouge plus. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de pathologies aussi chroniques qui arrivent de plus en plus tôt. On n'est pas en très très bonne santé en fait. Donc si je vous prends cet exemple-là, je vous montrerai tout à l'heure maintenant comment on fait. Donc là, avec tous les tests qu'on a fait, maintenant on a réussi à trouver des questionnaires qui donne à peu près le reflet des tests physiques, même si c'est pas aussi bien. Mais en passant quelques questionnaires, c'est quand même plus rapide que de faire 4 heures de test. Là, vous voyez, je prends 3 patients qui ont le même niveau. Si je prends la fatigue, leurs ressentis sont allés à 9 sur 10, les 3. Ils ont la même intensité de fatigue quand on les écoute. Sauf que ce patient-là, il a 55% de sa fatigue, elle est neuromusculaire. Lui, il y a 48%. Il y a quand même souvent, pas systématiquement, mais une dominante. Mais des fois, ça arrive qu'on n'ait pas de dominante. Moi, quand je fais mes consultations et que je vois les patients et que je dis « Oh putain, tout est à peu près identique, il faut tout travailler », c'est du boulot. Quand tu as une dominante, tu es contente. Parce que moi, tu te dis, si là, je le mets à l'activité physique, il devrait faire disparaître 55% de sa fatigue. Quand tu es 2 fois moins fatigué, c'est plus facile après de bouger. D'accord ? Là, c'est pareil, sauf que 48%, c'est la dépression. Faut aller voir un psychologue. D'accord ? Faut régler ça. Et là, j'ai mis sophrologie, ce que vous voulez, le sommeil, mais vous allez voir un spécialiste du sommeil. Là, 63%, on est lié au sommeil. Cette personne-là, elle ne dormait pas quasiment. C'est pas possible. À un moment donné, il faut dormir. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. C'est le plus difficile, ça. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est on a de la fatigue,
on trouve ses origines, on propose une prise en charge adaptée. D'accord ? On va voir que l'activité physique, c'est pour ça que je vous dis que c'est important. Vous allez vous dire, bah oui, c'était son boulot avant. Certes, mais c'est vraiment important. Il y a pas partout, dans tout ce qu'on fait, on se rend compte que c'est le manque de conditions physiques qui est un problème. Ben, on va le retrouver dans chaque prise en charge. Si vous avez une fatigue neuromusculaire, c'est ça qu'il faut faire. Hein ? Ou, alors c'est pas les mêmes groupes musculaires, c'est vrai, je suis désolé pour la photo, mais où ça ? C'est hyper facile. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle du gainage ou de l'isométrie. Si par exemple je travaillais sur mes quadriceps, je viens faire la chaise contre le mur. Alors, si c'est dur, je la ferai ici. D'accord ? Si je peux tenir une conversation, c'est que c'est pas dur. Hein. Blablabla, blablabla. Non, je vais plus bas. Je me mets dans une... Où là, je dis, oh putain, ça picote. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, j'ai quelques fibres musculaires qui vont s'activer sur mon quadriceps. C'est-à-dire celles nécessaires à tenir ma posture que j'ai envie. Sauf que si j'attends, ce qui va se passer, c'est que mes fibres-là vont fatiguer. Donc, elles vont vouloir lâcher. Donc, les copines d'à côté vont dire « Attends, on va t'aider ». Donc, celles d'à côté vont se contracter. Puis, celles d'à côté quand ça va lâcher. Et quand tout mon muscle aura travaillé, bah, les premières vont revenir, mais elles sont encore fatiguées. Et qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que les fibres elles vont se relâcher, se contracter. De l'extérieur, je vais faire ça. C'est-à-dire que de l'extérieur, je vais avoir des tremblements. Quand je suis à tremblement, c'est que je suis à recrutement complet de mes fibres musculaires. J'attends encore un peu et après je relâche. Ça, c'est aussi efficace que ça. Sauf que lui, il met des poids très lourds et il fait que 2 à 3 répétitions. Donc ça va plus vite. Ça, c'est plus, il faut le tenir. Et au bout d'un moment, ça tremble. J'arrive dans le même état et je relâche. Nerveusement, c'est-à-dire que les connexions vont se faire et ça très pareil. Si je fais ça régulièrement, on a vu qu'au bout de 6 semaines, à raison de 2 à 3 fois par semaine, au bout de 6 semaines, le cerveau a pris l'habitude de recruter complètement à chaque fois qu'on bouge. Donc, j'ai plus de force, je fatigue moins et je suis plus endurant. Juste en faisant des exercices de posturaux. Peu importe les postures qu'on fait, il vaut mieux faire un squat comme ça que je tiens, plutôt que de faire ça. Et si je fais ça, je vais avoir des courbatures demain. Parce qu'à force d'aller vite, mes muscles, ça va tirer, ça va se déchirer un peu, j'aurai des courbatures. Si je bouge pas, j'aurai pas de déchirure, donc j'aurai pas de courbatures. D'accord ? Parce que les courbatures, c'est des lésions musculaires. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Augmentation de la force entraîne une synchronisation des unités motrices, donc c'est le lien entre le cerveau et le muscle. Augmentation de l'endurance, et donc augmentation, ce que je voulais dire, c'est des charges à poids de corps, donc pas de charge. Après, on peut utiliser un élastique, on peut utiliser des trucs, on peut aller plus vite. Si je mets, là par exemple, pour ce mouvement-là, c'est sûr que si je lui mets un élastique qu'elle tient là, qui passe sur son bassin et qui est là, et elle tient, et qui a une résistance, bah, ça va aller plus vite, parce que j'ai une résistance. Mais si j'ai pas d'élastique, on attend. Et quand ça va trembler, le travail aura été complet, on relâche. Ça suffit, ça. Vous voyez ? Pas besoin d'acheter du matériel de folie. On peut faire ça à la maison. On peut l'adapter sur chaise, dans un lit, ce que vous voulez. On trouvera toujours des exercices à faire. D'accord ? Et en fonction de ses capacités, eh ben, au début, ça va être long. C'est-à-dire, au début, on va fatiguer, on va trembler au bout de 10 secondes, et puis après, on va trembler au bout de 20 secondes, et puis après 30 secondes, et là, on voit qu'on récupère. D'accord ? Donc, c'est hyper simple. Au niveau cardiovasculaire. Alors là, par contre, qu'est-ce que ça veut dire, ces MET ? En fait, il y a eu tellement d'études sur le sujet, on est tellement devenus sédentaires, on a fait des études sur le travail, en disant, il y en a qui ont un travail plus physique que d'autres, mais aujourd'hui, même le travail physique est aidé, tant mieux, hein. Ça va porter des charges, etc. Maintenant, les gens forcent moins quand même s'il y a des métiers où ils forcent toujours. Donc on s'est dit, on ne peut pas tenir compte du boulot. À un moment donné, vous savez, il y a eu des belles études. Hein. Nous, en France, on plaisante pas. Hein. On a fait des études sur le ménage chez les hommes. En se disant, bah ouais, maintenant qu'ils s'y mettent... Alors, on a étudié ça quand même. Hein. Après, on s'est dit, non, bon, ça sert à rien. Et en fait, on est arrivé à un constat où on s'est dit, peu importe le métier, peu importe les habitudes,
Il faut que les gens se mettent à faire de l'activité physique. Et dans l'activité physique, il faut qu'ils se mettent à dépenser. Et là, ce qui est arrivé, c'est 9... Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. 9 mètres par semaine quand on est en traitement, 15 mètres par semaine dans l'après-cancer. Et les gens qui n'ont pas encore eu de pathologie chronique, c'est 18 mètres par semaine. Ça veut dire quoi, les mètres? C'est l'équivalent de la consommation de notre métabolisme. Ça se fait généralement sur des activités d'endurance. Marche nordique, marche, vélo, footing, etc. Et les mètres, c'est quoi? Eh bien, ce tableau, il est pas mal. Vous le trouvez sur Internet. Hein. C'est bien pour la pratique. Alors, là où tu peux plus le voir, c'est avec des repères. Une marche à 6 km/h. 6 km en 1 heure, c'est une belle marche. C'est une belle marche, d'accord? Mais je vais prendre cet exemple-là. Il y en a qui vont consommer. C'est-à-dire, si là, on part tous ensemble, 1 heure, on marche les uns à côté des autres, on fait 6 km dans l'heure. Parmi nous, certains auront consommé que 3 mètres dans cette heure-là, d'autres peut-être 4, d'autres 5, et certains 6. À votre avis, qui consomme 3, qui consomme 6? Qu'est-ce qui fait consommer? La masse musculaire. Il n'y a que ça qui consomme. C'est-à-dire que moins je suis musclé, moins je consomme. Là, tous les gens qui font des régimes à la con à pas bouffer, c'est débile. Il faut leur donner du muscle. Tu donnes entre une 2 chevaux et une Ferrari. Tu le sais que c'est la grosse bagnole qui consomme plus, hein? Bah parce qu'il y a un gros moteur. Donc quand on veut perdre du poids, il faut arrêter de ne pas bouffer. Hein. C'est chiant ça. Il faut juste augmenter la masse musculaire. Il faut augmenter le métabolisme. Et pour augmenter le métabolisme, il faut la masse. Plus tu es musclé, plus tu consommes. Prenez un petit gabarit. Florent Manodou. 97 kilos. Le bestiau, il n'est pas gras. Hein. Lui, il bouffe entre 8000 et 10 000 calories par jour. S'il ne bouffe pas autant, il perdra sa masse musculaire. D'accord? Nous, on fait ça. On fait 150 kilos en 3 mois. D'accord? On va devenir obèse. Parce que notre corps ne pourra pas consommer ça, donc il va stocker. Donc vous voyez, l'important, c'est le muscle. Plus je suis musclé, plus je fais. Si vous courez, mais bon, pour courir, faire un footing à 11 km/h, c'est déjà un bon footing, il faut être entraîné. Mais celui qui court, il peut se permettre, pendant les traitements, de faire qu'un footing par semaine. Ça arrive, hein. Moi j'ai des patients qui arrivent à continuer à courir, mais c'est des grands coureurs avant. Hein. Attention, ça n'a rien à voir. Mais eux, ça suffit, quoi. Ils arrivent à courir encore une fois. Moins je suis capable d'aller vite, plus je dois en faire. C'est ça qu'il faut vous dire. Plus je suis faible, plus je dois en faire. C'est dur à entendre ça, parce que tu te dis, putain, je souffre, c'est dur, et il faut que j'en fasse plus que celui qui est en meilleure condition que moi. Mais oui, il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de miracle sur ça. J'ai aucun médicament qui peut vous donner de la masse musculaire, sinon on ne se ferait pas chier à faire du sport. Hein, arrivé l'été, on ferait sa cure de médicaments, sur la plage, on serait nickel. On ne se ferait pas chier. D'accord? Donc, il n'y a pas de secret. Il faut bouger. C'est hyper important. Donc, vous voyez, je vous ai mis des exemples. Mais dites-vous bien, en gros, ça veut dire qu'il faut marcher quasiment toujours. Si vous n'êtes pas capable de marcher 1 heure, vous marchez une demi-heure. Si vous n'êtes pas capable de marcher une demi-heure, vous marchez 3 fois 10 minutes. Et des fois, on est là, on tourne en bagnole. On perd plus de temps que si on s'était garé plus loin et qu'on avait marché. Vous voyez ? C'est des petits trucs. Plutôt que de prendre... Moi, quand je travaillais avant, donc on était au 2e étage. Pour notre salle, pour la PAL, était au 2e étage. Et je disais à mes patients, prenez les escaliers. Ils me disent, je ne peux pas monter 2 étages, c'est trop dur. Ben alors pourquoi vous n'en montez pas qu'un ? Et vous finissez en ascenseur ? Ouais, c'est de modifier ça. Et au bout d'un moment, ils montaient les 2. En fait, c'est tout ce qu'on peut rajouter dans le quotidien, c'est hyper important. C'est pas faut pas se dire, ah, putain, je peux pas faire 1 heure, donc je fais rien. Ça va pas vous tomber du ciel comme ça. Il faut en faire de plus en plus. Et tous les petits trucs. Si déjà je passe ma journée sur un fauteuil, et toutes les 15-20 minutes, je me mets debout, j'attends, je tiens, et après je me rassois, déjà c'est du plus. Et à force de faire ça, après on restera plus debout. Après on pourra aller marcher. Il y a de la progressivité à avoir. Hein. Ça vient pas comme ça, quoi. On passe pas de j'ai été 6 semaines allongé à je fais un marathon. Ça saurait si ça fonctionnait comme ça. Donc il faut en rajouter
petit à petit. D'accord ? Si on a une fatigue émotionnelle et cognitive, bien sûr qu'il faut faire ce que je vous ai dit, soutien psychologique, on cogite par exemple, mais l'activité physique, c'est bien pour le cerveau. En petit groupe, ou juste à deux, blablabla, blablabla, comme ça, quand je fais blablabla, je rumine pas. Parce que si c'est pour marcher et penser qu'au truc négatif, à pas être agréable, d'accord ? Alors pourquoi on dit encadrer ? Ça, je vais vous le dire. Parce que qu'est-ce qui se passe, mesdames, quand on vous met dans une forêt ? Si c'est pour regarder la montre toutes les 5 minutes et se dire « Putain, il est où le parking ?» et qu'on vous retrouve 3 jours après en train de marcher, soit vous faites des tours où vous connaissez exactement la distance, faut pas réfléchir, faut pas stresser en fait. Donc c'est sûr que si on n'a qu'une heure et qu'on regarde la montre toutes les 5 minutes, on crée plus de stress que de côté positif. D'accord ? C'est l'idée d'être bien. Si c'est écouter de la musique en même temps, allez-y. Faites ce qui vous plaît. D'accord ? Oui, des choses faciles. Des fois, il y a des gens qui veulent acheter du matos. Franchement, vous achetez un petit pédalier chez Decathlon. J'ai rien avec Decathlon, hein. Mais ça coûte 30 balles. 35 balles le pédalier. C'est-à-dire, c'est juste, tu as 2 pédales dessus. Ça prend pas de place dans un placard, sous un lit. D'accord ? Et là, on peut faire soit les bras en le posant sur une table, soit les jambes. On peut regarder la télé, on peut être assis, et en même temps, on peut tourner dessus. Ouais, quand on se dit je peux pas sortir, ou il fait pas beau, ou machin, il y a des petits trucs qu'on peut faire à la maison. Parce qu'acheter un tapis roulant, ça coûte une fortune, et puis ça fait chier, après on le fait plus, et puis voilà. Là, des petits trucs comme ça coûte pas cher, et puis on se dit, allez, là, je vais être 10 minutes devant la télé, je vais regarder les infos, enfin, regarder autre chose que les infos, mais vous voulez regarder une série ou un truc sympa, plutôt de juste à la regarder, et vous pédalez en même temps. Nickel. D'accord ? Vous avez fait de l'activité physique. C'est des petites choses, mais bout à bout, ça va vers le mieux. Quand c'est le sommeil, attention, alors pareil, on fait ses prises en charge, on va voir un spécialiste du sommeil, et on fait juste attention, pas d'activité physique intense le soir. Pourquoi ? Parce que sinon le système nerveux, il est trop stimulé, et pour trouver le sommeil, ça va être délétère. Vaut mieux manger tôt, 18-19 heures, et faire une petite marche derrière pour digérer, mais tranquille. Et après, comme ça, quand on ira dormir, ça sera mieux. D'accord ? Plutôt que de manger à 21h ou 22h et de se coucher juste après, le ventre plein. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire. Donc l'activité physique et les soins de support sont importants. Donc qu'est-ce qu'on a ouvert là, dans votre comité depuis janvier là ? On a ouvert des consultations fatigue. Donc les consultations, c'est moi qui les fais. Donc je les fais en visio. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des questionnaires à remplir parce qu'on a réussi à montrer qu'avec l'utilisation de certains questionnaires bien spécifiques, on arrive à avoir à peu près, c'est pas aussi précis que des tests, des prises de sang, etc., bien entendu, mais on a quand même une belle photo de la fatigue. Par exemple, ça, je vous ai pris une personne, où voilà ce que vous aurez, des trucs comme ça, avec des petites couleurs. Là, il y a l'intensité de la fatigue, vous voyez, on est à 89 sur 100. Quand on dépasse 39, on sait que c'est une fatigue pathologique et qui empiète sur le quotidien. Ça, c'est à force d'avoir fait des études, hein, c'est des normes qu'on a fixées. Et là, vous voyez, il y a une dimension physique chez elle qui est très importante, c'est ce qui prend le plus de place, mais on a une dimension émotionnelle qui est quand même forte. Donc là, les recommandations que je lui ai faites, c'était plus sur l'activité physique et la prise en charge psychologique. Okay ? On a le sommeil, on a plein de trucs. Donc on arrive à avoir un bilan. Le bilan, c'est une photo. Je ne sais pas si la fatigue, elle est en train de monter, elle est en train de descendre. On fait une consultation ensemble pour essayer de voir si vous vous sentez que vous êtes moins fatigué ou au contraire, c'est de plus en plus. Ah. Et là, je vous donne les recommandations à avoir en instant T. Okay ? C'est pas la chose la plus parfaite, mais c'est quand même assez intéressant et ça aide quand même beaucoup de monde. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui se sont mis à l'activité physique grâce au bilan parce qu'elles ne l'auraient pas fait. Mais quand là, elles montrent et qu'elles voient que c'est elle, c'est pas moi qui remplis le questionnaire. Hein. Donc, c'est pas moi qui invente. Hein. C'est la personne qui dit. Des fois, de le voir, ça aide. Ou comme le soutien psychologique. Des fois, ça aide à se dire, putain, oui, je sais que c'est dur. Mais voilà, là, je vais le faire. Donc, l'idée, c'est ça. Des consultations qui sont proposées. Je vous laisse mes coordonnées. Je vous ai mis quelques livres qu'on a écrits sur le sujet. Donc, celui-là sur la fatigue liée au cancer, l'activité physique, et j'en ai écrit un sur la sexualité également. Et s'il y a des questions, il nous reste 10 minutes. C'est avec grand plaisir. Oui ? J'ai remarqué que vous avez une activité physique
Oui, j'ai remarqué que concernant le tableau avec les mètres, il y avait une activité physique qui était classée dans supérieure à 9 mètres, alors qu'en général, dans cette activité, pour la pratiquer, on s'économise, c'est la plongée sous-marine. Comment se fait-il qu'elle soit Mais parce qu'en fait, le classée? problème des activités, ça veut rien dire. Ça dépend comment on l'a fait. Ah d'accord. Oui. Ok. C'est comme ceux qui me disent l'aquagym, tu vois. Bah, l'aquagym, si c'est fait, ou si c'est fait un truc, bah, la dépense, c'est pas la même. C'est très dur pour les activités physiques. En fait, ils ont pris des moyennes sur les sportifs. Donc, c'est pas représentatif. C'est pour ça que je vous ai mis la marche, le vélo, avec des kilomètres. Parce que là, au moins, on est sûr. On fait à 20 on pédale à 20 km heure, on a l'écran, bah, on reste à 20 km heure et on fait 1 heure. Là, au moins, on est sûr de ce que ça donne. Voilà. Mais c'est vrai que sur les activités, ça dépend comment c'est fait. C'est ça. Où peut-on les trouver, vos livres? Comme tous les auteurs disent, dans les bonnes librairies. Dans les librairies, la FNAC soutient beaucoup la maison d'édition et beaucoup avec la FNAC. Sur Internet, Leclerc, enfin, il y a toutes les... On les trouve assez facilement. Comment on réagit quand on est les conjoints? C'est-à-dire, comment on doit les booster, vous voulez dire, booster la personne? Ou justement en faire plus pour qu'ils s'économisent? Quel est le Ouais, curseur? c'est pas facile. Après, ça dépend. Voilà, ça dépend comment la personne est. Si la personne elle est dans un épuisement un peu physique, il faut plutôt l'encourager à bouger. Et si on voit qu'il y a une détresse psychologique, c'est vrai qu'il faut essayer de. Faut des fois quand on est conjoint, c'est de pouvoir dire, tu vois, là c'est dur, c'est normal, c'est dur, et d'aider à aller vers la prise en charge. On est pour ça que moi je déteste ce mot aidant qu'on a mis pour les conjoints. C'est pas aidant en fait. Enfin moi je vois pas ça comme ça parce qu'il y a rien de plus dur que d'être conjoint, d'être le proche, d'être là parce que on sait comment on est. Hein. Une fois on est gentil avec tout le monde à l'extérieur et puis on pourrit la personne qui est notre quotidien avec nous parce qu'on se décharge sur elle. Donc c'est dur d'être. Il y a les émotions. C'est pas facile de vouloir aider en fait, de soutenir oui, mais c'est vrai que ce mot aidant, non, on est conjoint, Mais après voilà, faut repérer et essayer de. Oui, bien sûr. Ah ben c'est sûr. Nous les professionnels, les gens sont rarement trop fermés avec nous. Hein. On voit des fois, hein, les gens avec nous sont toujours très très gentils. Hein. Nous on le voit entre professionnels. Hein. Quand il fait chier lui et tout, des fois ils disent il est dur mon médecin. Puis quand ils sont face au médecin, les gens. C'est normal, en fait, c'est humain. Hein. En fait, on fait tous ça. Hein. L'autre, la psy, elle est nulle, et puis quand on est avec, voilà. On fait tous ça. C'est humain. Sauf qu'avec nos conjointes, on rentre dedans. On décharge. Mais oui, déjà d'être là, c'est très très bien. Et puis de pouvoir essayer de guider, dire, je trouve que tu fatigues, voilà. Ça pourrait être intéressant pour toi, mais après, à part faire ça, on peut pas faire pour. Oui. Merci. Bon, j'ai eu des douleurs chroniques sur une grande période, problèmes articulaires. Hein. Et donc, j'ai des prothèses actuellement. Donc, j'ai en accompagnement de douleurs chroniques de traitement, sans citer le... Hein. Bon, alors, j'ai décidé à un moment donné de faire un sevrage de certains médicaments. L'opération est réussie, mais les effets indésirables, c'est le trouble de sommeil. Et là, je viens à ce que je vous remercie de quelques conseils que vous avez montrés là. Et actuellement, donc, tout ce que vous avez dit, c'est juste, c'est-à-dire s'endormir dans la journée, le matin tôt quand on se lève, et se lever à 3 heures, par exemple. Et c'est dans ce cercle-là que je suis depuis 2 mois. J'essaye actuellement, donc, en reprenant de l'activité physique, pour résoudre ce problème-là. Je pense que je vais réussir. Et là, je vais donc insister, le fait d'être debout, même si se lever à 3 heures, c'est point grave, mais il faut du temps, peut-être. L'élément temps que je cherche à mettre en mémoire, en fait. C'est dur de changer, donc ça c'est très bien, mais c'est sûr qu'en combien de temps ça va se résorber, c'est difficile à dire, c'est ça le truc. Mais après,
de souffrir déjà. Enfin, moi, quand on dit c'est normal d'avoir mal, alors je déteste le mot normal avec mal, quoi. Enfin non, c'est pas normal en fait d'avoir mal. Donc c'est pareil, quand on fait des exercices, il faut pas aller chercher la douleur. Si c'est inflammé à un endroit, c'est stupide d'aller essayer d'augmenter l'inflammation en disant tu verras après ça ira mieux. Bon, moi je crois pas en fait. Donc c'est bien de s'écouter, il y a plein d'exercices à faire. Et si déjà se mettre debout c'est tolérable, bah faites-le. Bah oui, voilà, trouvez des activités où vous êtes bien. Pour que ça soit aussi... Il y a la tête au-dessus, hein, parce que si on a mal tout le temps, à un moment donné, on va se dire stop, hein, c'est bon. Hein. Mais combien de temps ça peut mettre, c'est ça qui est difficile à dire. Mais après, il y a des médecins spécialistes vraiment dans le sommeil. Moi, je pense que quand on a des troubles du sommeil, il faut essayer de régler ça le plus vite possible. Parce que quand on laisse s'installer ça sur les années, pour s'en sortir de ça, le sommeil, c'est quand même hyper important. Hein. Et vraiment... faut essayer, faut voir, mais il faut voir avec des spécialistes. Ça, moi, je ne suis pas assez calé sur tout ça. Moi, je voudrais intervenir, en fait. Merci. Bonjour. On parle souvent enfin, là, dans votre exposé, très bien, ça, il y a plein de choses qui résonnent sur les effets aussi de la chimiothérapie. Je vois rien sur les effets de l'hormonothérapie liée à une hormonothérapie liée à une radiothérapie. En fait, les effets secondaires vont être les mêmes. Ça dépend comment on va les vivre. Ouais. Il y a des gens pour qui l'hormonothérapie, alors attention quand je dis ça va, c'est pas un petit traitement, et les personnes, ça les ravage. En fait, je vois une psy, je vois une diététicienne, je prends un coach sportif, et au bout d'1 an et demi de traitement, je peux plus. Je sais plus à qui m'adresser ou trouver de l'aide parce que je suis en bas. Et quoi faire ? Parce que la vie, elle a été elle s'est arrêtée de ce que je connaissais avant. Alors, et là, je suis à la recherche d'un second souffle. Donc, ce que vous avez dit, ça m'intéresse beaucoup. Et si je peux partager davantage pour faire évoluer les choses et parler, je vois cancer et sexualité, on n'en parle pas, c'est tabou. Non, mais on est d'accord. Moi, je suis venu ici pour en parler. Mais il y a aussi un domaine où je veux parler de stérilisation émotionnelle positive, parce que c'est ce que je ressens. Et ce qui est le plus dur à vivre, c'est vous avez vos enfants, vous les prenez dans vos bras, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Et au bout d'1 an et demi de traitement, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que j'ai plus d'émotion quand je prends mes enfants dans mes bras. Le mot amour avec un grand A, ça n'existe plus. Et là, je ne sais plus où j'en suis. Et je ne sais pas quoi faire. Sauf de l'exprimer, ça fait du bien, ça fait remonter un peu les émotions. Je vais arrêter parce que bientôt, il va me falloir des Kleenex. Mais voilà, c'est compliqué. Et je ne sais pas, et j'ai beau aller sur des forums, je ne vois rien. Alors, est-ce que je suis tout seul ? Ça me ferait un peu chier, d'ailleurs. Mais je voudrais qu'on en parle davantage de tout ça, parce que c'est hyper dur, quoi. Je comprends pas. La maladie, elle est là. Allez, le bouleversement hormonal, il y a des gens qui ne supportent pas la privation d'hormones. Hein. Il y a des gens, de toute façon, si vous lisez, c'est un effet secondaire énorme. L'asthénie et la dépression suite à une privation hormonale. C'est vrai que nous, et puis les hommes, nous, on n'est pas programmés. Non. On n'a pas de ménopause, nous. Ça diminue avec le temps. Je suis hyper ménopause. Ah oui, non, mais ça, oui. On est d'accord. C'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, nous, on n'est pas programmés pour ça. Non. Je dis pas que les femmes, c'est plus facile, mais il y a une vraie ménopause qui s'installe chez elles. Nous, c'est une andropause. C'est une chute progressive des hormones. Les femmes, vous, c'est un arrêt brutal. Et quand on voit déjà des femmes qui supportent pas la ménopause, en fait, on a des organismes, il y en a qui supportent pas, c'est une privation énorme, et il y a des cerveaux qui ont vachement de mal à s'adapter à ça. On est tous différents sur ça. Et il y en a pour qui, entre guillemets, je vous dis, ça va, et quand je dis entre guillemets, ça va, il y a des effets secondaires, mais c'est gérable, et il y en a d'autres pour qui ça plonge. Hein. Et alors, ouais, et on fait, j'aurai pas de recette miracle, hein, je le sais, mais je fais quoi Là, ce que vous faites, déjà, c'est bien. Et il faut essayer de tenir le temps des traitements. Et il faut en parler au médecin aussi. Il faut voir s'il n'y a pas une autre
notre hormonoamètre. Ok. Parce qu'il ne faut pas rester comme ça. Je pense, enfin, je peux peut-être me tromper, mais les hommes qui ont la prostate, qui ont des problèmes de prostate et tout ça, je pense que ça revient au même qu'une femme qui a la ménopause, non? Ah oui, là on prive des hormones sexuelles. Oui, c'est exactement le même principe. Oui, c'est les mêmes voilà. effets secondaires. Oui. Sauf que l'homme n'est pas programmé naturellement pour l'avoir. Donc des fois, ça peut être plus difficile. C'est ça que je veux dire. Psychologiquement. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais bien sûr que c'est exactement la même chose. Et les mêmes effets secondaires, en fait. Hein. Généralement, pour appuyer ce que vous avez dit sur l'activité physique, dans certaines études, on a bien démontré que l'activité physique, donc à part la sécrétion des endorphines, donc les substances du bonheur, il y a aussi, ça agit sur la sécrétion de testostérone chez les hommes, c'est-à-dire on augmente, j'allais dire, la sensation presque retour à la normale par l'activité physique. Je suis physique. d'accord, mais sous hormonothérapie, le traitement fait l'inverse. Le traitement, c'est une enclume, donc vous pouvez rien remonter. C'est vraiment une espèce de plan tous les jours et à chaque fois. Donc à un moment donné, on est fatigué émotionnellement, on ne sait plus comment faire. Ah, bien sûr. Et j'ai voulu rebosser pour retrouver une activité physique. Moi, j'ai un métier plutôt physique. Voilà, je travaille dans le paysage et l'environnement, donc la tronçonneuse, ça connaît. Mais à un moment donné, on nous demande aussi plus, on ne sait plus où se placer. Et on a l'impression d'être dans un espèce d'échec permanent. Alors, on en parle à la psy, c'est là aussi pour ça, effectivement. La masse musculaire, elle a baissé. On prend un coach sportif, mais ça dure quoi voilà, c'est le temps de la séance, et après c'est tombé. Et c'est ça qu'il faut. Et j'aimerais, peut-être développer davantage la prise de parole sur ces sujets-là, parce que c'est l'horreur. Votre vie, elle est complètement chamboulée. Alors, on dit oui, votre vie sera plus comme avant. Il faut laisser partir l'homme que vous étiez pour donner naissance à un autre homme. Moi, t'es gentil, tonton, mais je fais comment? Parce qu'à 58 ans, maintenant, c'est difficile. Et là, je ne sais pas, il n'y aura pas de recette miracle, mais peut-être des solutions différentes, mais je ne sais pas. Donc c'est un peu un cri d'alerte, un appel au secours. Voilà, si ça peut servir à d'autres personnes, d'autres hommes, tant mieux. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de groupe de discussion? Non. Il n'y a pas en haut, ouais. Je sais pas, non. Nous, en Indre-et-Loire, non, mais déjà la mise en place de ces nouvelles consultations au mois de janvier, voilà, il faudra prendre rendez-vous déjà pour ça. Il y a des structures qui font des groupes de parole. Nous, en Sarthe, on fait des groupes de parole. On fait même des groupes de parole pour les conjoints, conjointes. Nous, on est au Mans, centre de cancérologie de la Sarthe. Après, nous, on a un centre où, franchement, sur les soins de support, je crois qu'on a tout. On n'a pas tout, mais je pense qu'on est... Tout est gratuit, nous. Moi, je ne fais pas de groupe de parole. Enfin, si, sur la sexualité, moi. Mais c'est tout. Et c'est mes collègues psychologues qui font des groupes de parole ça peut être pour les hommes, pour les femmes, ça peut être pour les conjointes. Moi, c'est pareil, en sexo, je vois les conjoints, les conjointes. Et je fais des ateliers. On fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Nous, on a 400... On a une maison, on appelle ça la maison des patients. On fait 450 mètres carrés qui est dédiée que aux soins de support. On a de la chance. Non, le truc, c'est le sommeil. Par contre, il faut aller voir un médecin spécialiste parce qu'il y a des tests à faire. Pour traiter un trouble du sommeil, il faut savoir d'où il vient, quoi. Parce qu'entre l'apnée du sommeil, entre les gens qui n'arrivent plus à passer en cycle profond, etc. Ça, faut l'analyser. Il faut s'équiper. Il faut dormir avec un appareil pour voir. Vous n'avez pas
des jeux et du rire. Vous n'avez pas parlé des Oui, jeux c'est bien. et Ouais, du rire. ouais, tout ce qui peut apporter du bien-être, franchement, faut y aller. Hein. C'est important, je pense. Ouais, c'est clair. Il y a une activité yoga du rire, mais je trouve que c'est pas assez développé. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Non, ouais. Ouais, nous on a ça, puis on fait de l'art-thérapie aussi en théâtre, sous forme de théâtre. Ça plaisait bien, ça. Enfin, ça plaît bien. Bonne fin de journée. Merci.